On ne va pas faire honneur au quart d'heure nantais, et on va commencer à l'heure. J'étais un petit peu sur l'Espagne en retard. Alors, c'est vraiment un grand moment pour le Festival de cinéma espagnol 2017 que de recevoir Enrique Urbizu, qui était venu il y a quelques années, mais ça fait trop de temps que nous ne l'avions pas vu. Et son parcours à Nantes, je veux dire, ce qui a vraiment marqué sa visite à Nantes, c'était la présence avec un film La Vida Mansa, qui avait eu le prix Jules Verne en 2004. Donc ça fait vraiment trop longtemps. Et ce prix lui avait été remis par un grand réalisateur français, Claude Chabrol, quelqu'un qui l'avait beaucoup. Donc depuis, je vais dire pas tout ce film, parce que c'est impressionnant comme réalisateur, comme scénariste, le nombre de projets qu'il a accompagnés, enseignant aussi à l'université, et nous savons par des étudiants qu'il a eu comment c'est un excellent professeur de cinéma. Donc c'est dommage de ne pas pouvoir assister, en plus de voir ce film, d'assister à ses cours. Je vais simplement citer quelques films. Par exemple, La Caja 507, qui a laissé vraiment un souvenir très important, et Todo por la Pasta, et puis ce film qu'on n'a pas eu en 2012, qui a eu un Goya, No habrá paz para los malvados. Je crois que dans la programmation du Festival de cinéma espagnol, un grand regret des trois organisateurs, c'est ne pas avoir pu retenir ce film. Et je dirais simplement, parce que je ne vais pas en dire davantage qu'en parler de chacun de ces films, sans doute, je suis accompagnée par Jean Fernandez, co-directeur du festival, très grand connaisseur aussi de l'œuvre d'Enrique Urbizu. Je dirais qu'il y a deux grands acteurs dans le cinéma espagnol, mais ils sont devenus vraiment des immenses acteurs derrière la caméra d'Enrique Urbizu. Antonio Resines, Coronado, qu'on a vu dans des rôles très très différents, mais vraiment la dimension qu'ils prennent dans ces films, et qu'on voit ensuite tourner notamment Coronado dans ce qui est le cycle de cette année, le film noir cinéma policier. Donc d'abord présenter notre invité et puis dire pour quelles raisons le festival a décidé cette année de consacrer un des cycles. Donc on a assisté tout à l'heure à Guernica, et le début de ce cycle par la peinture et l'exposition. Et l'autre cycle, c'est le cinéma noir, le film noir cinéma policier. Donc parce que dans le cinéma espagnol, il y a d'excellents polars, comme on dit de façon rapide, parce que c'est aussi une façon de révisiter ce cycle, et puis de rendre hommage à Enrique Urbizu, qu'on considère comme vraiment les grands parrains de ce cinéma. Je pense que tous les réalisateurs jeunes qui arrivent maintenant au cinéma, qui excellent dans ce qu'on appelle ce genre, lui doivent beaucoup. Dans cette façon de filmer, dans son rythme, dans la façon de travailler avec les acteurs. Et surtout, on avait dit dans la présentation du festival, citant un autre grand du cinéma français, Tavernier, il disait le film noir, il s'agit d'un genre très hospitalier, il permet de faire passer des messages en contrebande. Et pour relier cela avec ce qui a été écrit sur Enrique Urbizu dans différentes publications, mais ici vous savez invente cet ouvrage qu'on avait publié au moment où il était venu au festival. Il y a un article d'un historien du cinéma qui est aussi un ami d'Enrique Urbizu et de Jean Fernandez et nous tous, critique de cinéma aussi à Caïman, qui va venir dans la deuxième partie du festival. Donc Jesús Angulo intitulé son article Enrique Urbizu, El cine manchado por la realidad, le cinéma taché par la réalité. Et je lis juste un paragraphe et je lui donne la parole. Victoria me traducidas parce que je ne suis pas... Juste un paragraphe, parce que sinon je vais faire du littéral, ça va être pénible. Cualquier cosa menos una visión amable de la vida, cualquier cosa menos evasión de la realidad. Al contrario, el cine de Enrique Urbizu supone una lúcida y escéptica, cuando no rotundamente pesimista,
c'est lui qui va nous dire si nous avons raison ou pas. Crónica de la España de las últimas décadas. No en vano sus historias están siempre ancladas en el presente, en el momento histórico en que han sido realizadas sus películas. Si uno se zambulle en ellas, no ha de extrañar, por ejemplo, que la corrupción y la ambición, que se repiten una y otra vez, se puedan ver como el testimonio de una sociedad progresivamente menos libre y solidaria. Así empezaba el artículo sobre su cine, y yo creo que podría ser también una manera de abordar lo que es el cine español de una manera mucho más amplia. Perdona, Victoria. Y hago peor que algunos directores, ¿no? No hablo de Enrique. Rien de moins qu'une vision aimable de la vie, et rien de moins qu'une vision, une évasion de la réalité. Alors au contraire, le cinéma de Enrique Urbizu est plus penché vers la lucidité et le scepticisme. Et quand, en vérité, parfois, il arrive même au pessimisme. Donc, il fait une chronique de l'Espagne, toujours des 2 dernières décennies que l'Espagne a connues. Et ce n'est pas pour rien que ces histoires, justement, sont toujours ancrées dans le présent, dans le moment historique dans lequel il réalise ses films. Si on rentre bien dans ces films, on ne s'étonne pas, par exemple, de voir que la corruption et l'ambition se répètent encore et encore. Et on peut voir aussi le témoignage d'une société qui progressivement devient moins libre et moins solidaire. Alors, je vais donner la parole à peut-être Enrique pour... Te doy la palabra para que empieces a hablar, para que entres en materia, antes de hacerte preguntas. Ah, que me das la palabra, pero te doy sin la palabra pregunta. para que introduzcas, digas si estás de acuerdo con esta cita y hables un poco de tu cine, porque si no van a decir, ha venido y están los directores dando la chapa aquí. A ver, Enrique, tú... Bonsoir. Primero no conocía este artículo, a pesar de querer mucho a Jesús Angulo, su autor, y ser un hombre conocido y que ya tenemos relación y tal, o sea que no he leído este artículo, te lo he escuchado ahora a ti por primera vez y parece que soy un moralista, ¿no? Alors, je ne connaissais pas cet article, même si Jesús Angulo est un ami et que je connais très bien et qu'il est connu également, mais apparemment, d'après cet article, j'apparais comme quelqu'un d'assez moraliste. Bueno, uno no suele pensar en sí mismo en ese tipo de términos, ¿no? El autoanálisis valorativo y demás, yo creo que casi todos tendemos a evitarlo. No la autocrítica, no la reflexión, pero no conviene que el director de cine, el cineasta, se convierta en objeto del cineasta. L'auto-analyse, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux à faire pour un cinéaste. Je ne parle pas de la critique ou de la réflexion, mais plutôt que le cinéaste devient l'objet d'une analyse, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux à faire. Supongo lo que sucede es que en el fondo sigue siendo un niño asustado. El niño que sueña con historias y que lee libros y lee tebeos y imagina y que enseguida descubre que su herramienta va a ser la imagen y el sonido, ¿no? Y luego el ciudadano asustado. Yo creo que los thrillers que nos gustan también porque de alguna manera nos dan miedo y nos permiten asomarnos a un lugar de la sociedad al que normalmente no vamos. Es una visión casi, repito, de niño asustado, supongo, ante la maldad del mundo, ¿no?
C'est un peu l'esprit de l'enfant qui est effrayé devant le côté comment dire, mauvais de la méchant ou obscur, on va dire, de la vie. Et donc le petit enfant qui rêve d'histoire, qui lit des livres, des BD et qui un jour réalise que ces instruments vont être l'image du son. Et le thriller, on est attiré par cela, parce que justement le thriller c'est la peur. Et c'est la peur d'aller dans les endroits où justement dans la société on ne va jamais, on ne peut pas aller. Et le thriller nous permet d'y aller. Y luego yo creo que también habría que añadir una dimensión política, ¿no? En cuanto al ciudadano lector de la realidad, la responsabilidad del cineasta, ¿no? Entonces, un cineasta no da discursos, un cineasta no hace política, un cineasta no hace sociología, un cineasta cuenta historias, y ese es un oficio moral. Porque nuestra materia prima son los seres humanos, las cosas que les pasan a las personas. A los alumnos siempre les digo, lo más importante de vuestro trabajo y lo más importante de una película es lo que sucede delante de la cámara. Luego llegará la cámara, luego llegará el montaje, luego llegará el cine, pero si lo que retratas o no lo comprendes o humanamente no lo construyes con ética, con formalidad, que diría uno de Bilbao, el resultado siempre será discutible por éxito o no éxito que tenga, ¿no? Quiero decir, las mentiras, las manipulaciones emocionales de los personajes, los cineastas tenemos muchas herramientas, dale, porque si no... herramientas. En fait, cette dimension politique, on va dire que le réalisateur est un lecteur de la réalité. Et il ne fait pas de politique, il ne fait pas de discours, il ne fait pas de sociologie, ce qu'il fait c'est raconter une histoire. Et son travail, son obligation, on va dire, est morale également. Parce que sa matière première, c'est l'être humain, et c'est ce qui arrive à ces êtres humains. Et c'est ce que je raconte toujours aux élèves à qui je parle de cinéma. Ce qui est important, c'est ce qui se passe devant la caméra. Et c'est ce portrait-là que vous êtes en train de faire. Et si vous ne le comprenez pas, ou si vous ne le construisez pas avec une certaine éthique, alors à ce moment-là, il sera critiquable. On pourra le discuter. Pourquoi? Parce que même s'il n'a pas de succès, même s'il a du succès ou pas, si on ne construit pas à partir de cela, c'est quelque chose qui sera toujours, qu'on pourra toujours critiquer et ne pas saisir vraiment. Donc après, il parlait des mensonges, de la manipulation, et il a arrêté. Ah, pardon. No, digo que para un cineasta el uso de nuestras herramientas es un arma muy poderosa, ¿no? Claro, para acercarte a la realidad con unas pretensiones más o menos, insisto, éticas o respetuosas, eso entra en conflicto con las presuntas herramientas del director de cine. Quiero decir que el cine negro o el thriller, que luego podemos hablar de qué es una cosa y qué es otra, es un género que permite relativamente pocas alegrías de este tipo. Ha de ser conciso, ha de ser exacto, ha de ser narrativamente muy preciso, las piezas deben encajar, porque todos cuando vamos a ver un thriller queremos pillarle. Ha sido aquel. Nah. Y tienes que... Claro, es un juego con el público, un thriller. Hay un misterio, el público se pierde, no está entendiendo la película, luego cree que la está entendiendo. Ese es el juego, convertirnos un poco a nosotros en visitantes o detectives o asesinos, visitantes de esos mundos, ¿no? Y bueno, pues supongo que por eso acabo haciendo thrillers. También venimos del País Vasco, desde pequeños hemos vivido rodeados de manera cotidiana por la violencia. No es que
inmunices, pero sí la conoces. Está por ahí, está cerca, está en el patio del colegio, está en los periódicos, está en la calle, se oían a veces los atentados, ¿no? Y no es broma, han sido muchos años, toda una vida, como un día hablaba aquí con Ángeles de la Iglesia, ¿no? Toda la vida con la violencia alrededor, ¿no? en tu sociedad. ¿Eso nos ha hecho más proclives a este tipo de historias o a contar estas historias? Nos podía haber hecho el efecto contrario también, ¿no? Salir huyendo de ahí. Y bueno, todo eso yo creo que tiene que ver con las películas que habéis visto. En fait, l'utilisation des instruments que nous avons pour faire du cinéma, c'est une arme puissante. Mais c'est vrai que de se rapprocher à la réalité, on essaie toujours de le faire avec une certaine prétention éthique et du respect aussi. Mais il y a toujours aussi un conflit enfin oui, il y a toujours un conflit avec les instruments du cinéaste, parce que le thriller ne permet pas justement cette facilité de s'exprimer à travers le cinéma, parce qu'il y a comment dire, des règles qu'il faut suivre. Il faut être concis, il faut être exact, il faut être précis aussi dans la narration, parce qu'il faut que les pièces, le puzzle puisse se construire. On est toujours en train d'essayer de savoir qui a fait quoi, et c'est un jeu avec le public, quand justement le public se perd par moment, puis il croit qu'il a compris, puis finalement il se rend compte qu'il s'est trompé et qu'il n'a pas compris. Donc c'est un vrai jeu qu'on a avec le public, et pour ça il faut être très précis dans ce que l'on fait. Et c'est une manière aussi de donner au public cette possibilité d'être l'assassin à un moment donné, ou d'être le détective, en tout cas d'être le visiteur de ce monde-là. Et en tant que Basque, justement, on a été entouré toute notre vie, en tout cas, par cette violence qui nous a, dont on ne peut pas être immunisé parce qu'on la connaît de manière journalière, mais c'est quelque chose qu'on connaît, c'est quelque chose qui est proche de nous, qui est dans la rue, qu'on entend. Tous ces attentats ont fait partie de notre vie. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu tendance à parler de ces choses-là à travers ce genre-là qui est le thriller. On aurait pu avoir l'effet contraire aussi, c'est-à-dire essayer de fuir toute cette réalité qui nous entourait. Mais bon, apparemment, dans le cinéma espagnol, on voit bien que beaucoup de réalisateurs ont été tentés de parler de cela à travers ce genre-là. Non, yo quería... Moi, je vais poser aussi les questions en espagnol et Victoria traduira. Donc, yo te quería preguntar, Enrique, por empezar por el principio, dado que estamos hablando también de un ciclo sobre cine negro, a mí me gustaría que nos dieras un poco cuál es tu definición, si es que la tienes, de cine negro, ¿no? Porque sabes que hay un corpus muy heterogéneo, que hablamos de thrillers, de cine de gángsters, de cine policíaco, luego por países está el polar francés, o el cine policíaco de la España de los 50, por supuesto el cine negro clásico, ¿no? Desde los 30 hasta los, bueno, hasta cuando queramos casi, ¿no? O por lo menos los 60, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tú tienes una definición de eso que podríamos llamar casi un supergénero, ¿verdad? Porque entran tantas cosas, ¿no? Alors, j'aimerais donc avoir une définition, enfin en tout cas ta définition du cinéma noir, puisque c'est en fait quelque chose qui est très hétérogène et qui inclut énormément de genres, comme le gangster, comme le film gangster, le polar français, le cinéma classique américain aussi, des années 30 à 60 à peu près. En fait, on pourrait l'appeler comme un super genre. Et voilà, on aimerait avoir ta définition. Enrique, antes de que hagas la definición, je vais le dire en français parce que ça ne mérite pas une traduction. Quand on a décidé de faire ce cycle, que comme on devait communiquer vers les médias français et vers les médias espagnols, on a passé énormément de temps pour trouver les deux termes. On est allé voir des dictionnaires, des lexiques, pour arriver, après des débats interminables, il fallait vraiment trancher.
et on a arrêté film noir, cinéma policier. Donc, on est conscient que ce sont des raccourcis. Hein. Donc voilà, le maître va nous expliquer. On ne voulait pas les consulter. Bueno, yo creo que el llamado thriller es una etiqueta, una estantería muy amplia. Tienes el thriller, por ejemplo, muy de moda ahora es el psicológico. Sí. Serial killer, misterio, cierta crueldad y detectives. Seven, de David Fincher. Está el thriller político, Oliver Stone. Hay thriller periodístico también, de investigación, de todos los hombres del presidente. Y bueno, luego hay thriller policíaco y luego hay thriller de acción. Es decir, que el thriller tú lo puedes barnizar todo él de acción o qué sería lo negro o mi manera de entender la serie negra dentro de todo eso. Yo me puedo desenvolver ahí dentro y reconocer o etiquetar o diferenciar o matizar, creo que de manera determinante. A mí la serie negra que me interesa es la que habla del funcionamiento oculto del sistema. En ese sentido hay thrillers de asesinos en serie, por ejemplo, que también hablan de esto. Zodiac, el estrangulador de Boston, de Fleischer. Es decir, es un thriller sociológico muy anclado a una época y que cuenta historias que afectaron al conjunto de la sociedad. Por ejemplo, no es el caso del Silencio de los corderos. La serie negra para mí sería esa, porque el funcionamiento oculto del sistema, es decir, lo que no nos cuentan y lo que establece las relaciones de poder, las que no vemos, entre el dios de la banca y todos sus esbirros. Quiero decir, el camino del dinero negro. El gran negocio de la droga ilegal... No, me callo. Perdón. No existiría sin la banca suiza, quiero decir. Bueno, te lo repito. Vale, perdóname. Sí. Le thriller, en fait, bon, y a énormément d'étiquettes, et pour moi, c'est comme une étagère qui est très, très large, très ample. Et il y a évidemment le thriller psychologique avec les serial killers, où il y a du mystère, il y a une certaine cruauté, il y a des détectives, comme dans Seven par exemple. Il y a le thriller politique aussi d'Oliver Stone, il y a le thriller de journaliste, d'investigation, le thriller de policier et d'action. Mais pour ce qui est de la série noire, ce qui m'intéresse, moi, la manière dont je le nuancerai et dont je le définirai vraiment, c'est le fonctionnement occulte du système. C'est-à-dire, donc, alors là, il est parti dans un truc, voilà, le thriller d'assassin en série. Ah oui, Zodiac, il a cité le nom de Zodiac, l'étrangleur de Boston, qui justement est très, très ancré dans une époque et qui racontait un petit peu l'époque vraiment, enfin l'ensemble de cette époque-là. Par contre, le silence des agneaux ne serait pas dans ce genre-là. Ça, c'est autre chose. Et donc, ce que nous raconte la série noire, c'est ce que justement on ne nous raconte pas. Et c'est la relation du pouvoir, c'est-à-dire entre le dieu de la banque et ses sbires. Donc tout le chemin de l'argent sale. Yo creo, vamos, estoy convencido de que se puede hacer un ciclo de cine negro e incluso con no películas ejemplares americano y contar la historia de la fundación y de la instauración del capitalismo en Norteamérica. Ya se ha hecho The Wire, las series de televisión y demás. Solo un ejemplo. Y ya, ¿no? Las películas de Charles Bronson, de serie B, de los años 70,
que objetivamente son una chapuza de principio a fin y demás, probablemente sean el sitio donde se puede ver la enorme crisis económica que sufrió el capitalismo norteamericano en los 70. Esas calles de Harlem devastadas, Nueva York llena de solares enrejados, desérticos. Ese físico de esas ciudades solo está en esas películas. Por ejemplo, por no hablar de las temáticas, ¿no? De lo que oculta otro tipo de cine. Es decir, la droga, las adicciones, el juego... Bueno. On pourrait faire un cycle de cinéma, de films noirs, avec les films les plus importants comme ça, américains, et on aurait vraiment le fondement du capitalisme. On aurait vraiment le chemin que le capitalisme américain a créé, s'est créé petit à petit. Et comme la série Wire à la télévision, où on parle de ça. Mais justement, ces films de Charles Bronson, de série B des années 70, bon, qui étaient assez mauvais, on peut le dire, mais finalement, ce qu'on y voyait à travers, c'était vraiment la crise que l'Amérique a connue à ce moment-là, dans les années 70, du capitalisme. Et on le voit vraiment bien dans ces paysages d'Harlem, avec ces terrains vagues, désertés, avec toutes ces histoires de drogue, d'argent sale aussi. On peut vraiment voir tout cela à travers ces films, si on les regarde, comment dire, pas en regardant juste l'histoire, mais en regardant le paysage qu'ils nous donnent à voir. Y para rematar esta reflexión, también se me ocurre ahora que bajo condiciones de dictadura o de regímenes comunistas no tenemos conocimiento de existencia de mucho thriller. No. Claro, primero porque no te van a dejar hablar de lo oculto del sistema. Y luego porque lo oculto del sistema no está en manos de medios liberales, precisamente, ¿no? Quiero decir que contará con toda la complicidad de la estructura del Estado. No me imagino a los mafiosos en Moscú haciendo business sin que se entere la KGB en sus años, me refiero. Et c'est vrai que sous des dictatures, ou des régimes communistes, je ne connais pas vraiment de films de thriller qui parlent justement de ces régimes-là, parce qu'ils ne laisseraient pas parler du système occulte, comme on peut en parler, on va dire, dans nos systèmes plus libéraux. Et voilà, c'est quand même ce qui intéresse le plus, pouvoir parler de ce à quoi on n'a pas accès. Y entre otras cosas, yo creo también que en el caso, ya entrando en materia, en el thriller español, en la etapa de la dictadura del general Franco era muy escaso y era mimético de, pues bueno, rasgos de estilos del cine americano. Y quedaba muy despegado de las calles y de la realidad que tenía la película, ¿no? Salvo excepciones que atinaban más, pero es como impuesto. Cuando llega la democracia, la transición, la integración en Europa, España va cambiando y claro, lo que ha sucedido es que España se ha convertido en un gran generador de argumentos para cine negro. No es que hayamos llegado los cineastas a importar o a imponer un estilo, es que tenemos Marbella al lado. Pour revenir maintenant sur le thriller espagnol, justement, sous la dictature de Franco, c'était très rare les films qui pouvaient vraiment parler du système. Il y avait plutôt un mimétisme du cinéma américain. Et on n'arrivait pas à vraiment se détacher de ce réalisme, de cette réalité américaine. À part quelques exceptions, on ne voyait pas les vraies rues de l'Espagne. C'était plutôt quelque chose qui imitait le système américain.
Par contre, quand la démocratie et la transition est arrivée, l'Espagne finalement a généré beaucoup d'arguments et d'histoires pour le cinéma, le film noir, parce qu'on a Marbella tout simplement. Yo, Enrique, una de las cosas que yo creo que ya estás diciendo tú precisamente, que yo creo que es uno de los aspectos que al menos a mí más me interesa precisamente del cine negro, es que desde luego es el terreno de la inexistencia de maniqueísmos, ¿no? Es decir, presentan una sociedad corrupta, a veces violenta, etcétera, pero donde los protagonistas están también manchados, aprovecharé para decirlo, por esa misma sociedad, ¿no? El caso de Santos Trinidad es clarísimo, ¿no? Donde los policías son delincuentes, ¿no? Donde no hay héroes impolutos, etcétera, ¿verdad? La vida misma, claro. Y a mí eso siempre me interesa. Y luego el cine negro americano, precisamente, utilizaba, creo, la estilización visual precisamente de raíz expresionista, ¿no? Precisamente con los claroscuros, etcétera, que eran como una especie de paralelo de esas ambigüedades que nos mostraba el cine. No sé si para ti eso también ha sido, digamos, no sé si te veo muy expresionista, pero no sé si tú también en tus películas de cine negro, que yo creo que serían todo por la pasta, Caja 507 y La Paz, ¿verdad? Sí. No sé si meterías alguna más. La vida mancha tiene algo también. No, pero bueno, dejémosla fuera. Eso es. No sé si tú también has querido que, bueno, que... Oui. Justement, le film noir est un terrain propice justement à l'inexistence du manichéisme. Parce que un policier est finalement un délinquant, les protagonistes sont tous entachés de cette société dans laquelle ils bougent, dans laquelle ils travaillent, et en fait c'est la vie même, c'est-à-dire rien n'est manichéen dans la vie. Et le cinéma, le film noir américain apportait quelque chose de stylisation visuelle, avec qui venait de l'expressionnisme, avec ces clairs-obscurs, qui justement apportait ce parallèle d'ambiguïté entre ces clairs-obscurs. Et donc il demandait à Enrique Urbizu, dans son cinéma, qui peut-être ne va pas autant dans cet esthétisme visuel, mais comment justement il raconte tout cela dans ses films. Hombre, yo creo que lo que ocurre es que cuando visitas lugares similares vas a acabar obteniendo resultados similares. Bajos fondos, noche, oculto, callejón, clandestino, rojo, sangre, son cosas comunes. Y luego, claro, el cine americano se fundó en gran parte con talento europeo. El expresionismo alemán viaja con nombre y apellidos, no solo con rasgos de estilo a Estados Unidos. Y es cierto que va como anillo al dedo al thriller. Con lo cual, el inventor de todo esto en el fondo va a ser el que se inventó también el thriller psicológico, que es Fritz Lang. Ah, perdón, siempre. Sí. En fait, quand on visite des endroits finalement similaires, le résultat de ce qu'on y voit est similaire également. Les bas-fonds, la nuit, le côté obscur, les choses cachées, les recoins, les voies sans issue, la clandestinité, les assassins, le rouge, le sang. Finalement, on retrouve les mêmes choses. Mais le cinéma film noir américain, en fait, c'est créé grâce à l'exportation, on va dire, à l'exil plutôt de ces talents européens, et notamment l'expressionnisme allemand, qui va vraiment, comme il disait, comme une bague au doigt pour le thriller. Et on ne peut que citer celui qui a vraiment créé ce genre-là, Fritz Lang. Pero afortunadamente somos también europeos ahora y aquí, y ese lenguaje de ida y vuelta, Europa, América, América, Europa, que todavía se mantiene y demás. Pero aquí tenemos
mucha suerte, porque aquí tenemos en Europa un cine negro mucho menos expresionista, mucho más austero. Hablo de Jean-Pierre Melville, Verneuil, Becker, Lautner y varios más, ¿no? Para nosotros, para mi generación, es tan importante Melville y la narrativa Melville y la austeridad y la abstracción Melville como el cine en serie B de Phil Carson o de el clásico cine negro norteamericano, ¿no? O Don Siegel o demás. Y eso no conviene olvidar, porque siempre hablamos de la influencia americana. Pero La Caja 507, yo siempre la he definido como un thriller a pleno sol. ¿A pleno sol? À plein sol. Ah, Sí. Mais bon, aujourd'hui, on est des Européens, ici et maintenant, et ce qui est intéressant, c'est finalement ce langage cinématographique a voyagé, il a fait l'aller-retour entre l'Europe et l'Amérique. Et nous, on a cette chance qu'ici, le cinéma, le film noir est plus austère, il est moins expressionniste. On ne peut que parler de Jean-Pierre Melville, de Becker, de Lautner. Et ma génération adore tout autant et vénère tout autant Melville et sa narration plus austère que la série B ou le classique de film noir américain. Là, pour moi, mon film, la Caja 507, la boîte, donc le coffre 507, est un thriller qui se passe en plein soleil. Y también me parecería injusto no nombrar a cineastas encontrados y descubiertos más tardíamente, ya en la práctica profesional y demás, que se han sumado a esta formación, que son esa generación de cineastas italianos altamente concienciados políticamente, muchos de ellos militantes del Partido Comunista Italiano. Algunos hacían spaghetti western, Sergio Solima, otros hacían cine abiertamente más político y que también creo que tiene una vigencia y un saber hacer. Yo creo que sin Francesco Rosi no existe El Padrino de Coppola. Y eso también a la saca. A la saca, a ver cómo traduce. Et il y a d'autres noms qu'on peut rajouter de cinéastes, de réalisateurs que j'ai connus, on va dire, plus tard avec ma pratique professionnelle et que je donc peux amener maintenant. Ce sont cette génération de cinéastes italiens qui avaient une vraie conscience politique et qui faisaient souvent partie du Parti communiste, comme Solima, c'est ça ? Sergio Solima. Sergio Solima. Et qui avait un savoir-faire qu'on ne retrouve pas toujours partout chez d'autres cinéastes. Parce que, par exemple, sans Francisco Rossi, on n'aurait pas le parrain de Coppola. Ça, c'est sûr et certain. A mí otra cosa que me parece muy interesante y que en tus dos películas, de las películas que hemos elegido para el ciclo, yo creo que tus dos películas son clarísimamente las que tienen una vinculación muy directa con eso que estábamos llamando presente histórico, ¿no? Y que tú no evitas, sino que precisamente te esfuerzas por llevarlo, ¿no? Y a mí me parece que en ese sentido los historiadores también solemos hablar a menudo de películas históricas para extraer conocimientos históricos, etc. Y el cine negro efectivamente nos informa muy mucho, ¿verdad? Muy mucho. Lo has dicho tú de determinados momentos históricos, ¿no? En ese sentido, sí que te parece que efectivamente, lo has dicho, ¿no? Tenemos Marbella, antes estábamos hablando también de todos los problemas de corrupción en España que parecen dar un lugar. Crematorio, que es una serie de televisión que les recomendamos, ¿no? Que vamos a programar por primera vez una serie de televisión completa, muy prestigiosa. Creo que también tiene que ver precisamente con esa corrupción en el Levante español, ¿no? Y hace poco yo les decía a Enrique y a Raquel que solemos decir que en esa parte del Levante español la corrupción es estructural, y yo suelo decir que es estructurante, es decir, no forma parte de la estructura,
la conforma, la constituye, ¿verdad? Y claro, parece el lugar adecuado para hacer series larguísimas y desde luego muchas películas. Sí, ¿no? pero ahí llegamos a... Dale, dale. On a choisi ces deux films d'Enrique parce que c'est vrai qu'il s'efforce toujours de donner à voir le présent historique de ces histoires. Et pour des historiens justement de cinéma, c'est toujours intéressant d'aller chercher les informations dans ces films-là parce qu'on les trouve vraiment. Et on parlait de Marbella tout à l'heure, c'est vrai que la corruption en Espagne, on en parle justement dans cette série Crematorio que le festival programme en entier, série télé, et dans laquelle on voit combien la corruption du Levante, c'est la Méditerranée, hein, voilà, c'est ça, c'est tout le côté de la Méditerranée en Espagne, que cette corruption n'est pas juste structurelle, mais qu'elle fait vraiment, elle fait vraiment partie de la structure, enfin, comment dire, c'est pas facile à traduire. Structurante. Voilà, structurante, je sais pas si ça se dit vraiment, mais elle fait vraiment partie, je dirais, même de l'idiosyncrasie. C'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup en français, mais qui veut dire qui vraiment fait partie des us, des os et des mœurs de cette région-là. Non, ça c'est à toi. A ver, yo creo que te has acercado a una zona muy determinante, además, del momento que estamos viviendo ahora en el cine español. La industria tiende a copiar modelos de éxito. Si una comedia funciona porque es regionalista y demás, harán comedias regionalistas varias. Si un thriller resulta que, aparte de animar a cineastas más jóvenes o no más jóvenes a hacer, a la industria le parece thrillers, parece que ahora toca thrillers. Pero ojo, no os metáis en líos. Vamos por partes. Aujourd'hui, dans le cinéma espagnol, l'industrie a tendance à copier des modèles de succès. Et donc une comédie de région, on va dire, qui a très bien fonctionné. Et bien après, chaque région va faire sa propre comédie également. Donc le thriller anime aussi les jeunes à se lancer dans ce genre-là. Et apparemment, c'est le genre qui marche le plus en Espagne en ce moment. Mais surtout, il ne faut pas s'aventurer dans des endroits trop... comment dire j'arrive pas. ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que he dicho? No hay que meterse en líos. Il faut pas... C'est prudente. Voilà, il faut être prudent. Voilà, il ne faut pas rentrer dans des zones trop obscures. Voilà. Y hay engancho ahora en la C'est parce prudencia. qu'il y a une suite, donc ça sera plus clair. Excusez-moi. Quiero decir, no podemos hacer thrillers sin meternos demasiado en líos complejos. Hacer películas más fáciles para que comprenda la gente, que se puedan ver en casa. Entonces, esa utilización legítima y comprensible de la industria de algo que parece o tendencia o interesante tendencia a seguir, se vacía de contenido. Entonces, se hacen thrillers con terroristas islámicos y agentes del CNI que en el fondo son melodramas de amor porque el espía se enamora de la hermana mora del terrorista. Alors, l'industrie tend donc à faire des films plus faciles d'accès, qu'on peut voir à la maison. Et cette tendance-là, malheureusement, ce qu'elle fait, c'est vider le contenu de ces films-là. Parce que, ok, on va parler de terroristes et du CNI, en fait, d'un côté de la police qui va faire son enquête sur les terroristes, mais en même temps, il va falloir y injecter une histoire mélodramatique d'amour entre un policier qui va tomber amoureux de la femme d'un terroriste ou de la sœur d'un terroriste. Enfin, voilà, c'est ça le problème de ces films maintenant.
Esta utilización rentable y legítima, por supuesto, del género hace que yo últimamente vea efectivamente que se producen más thrillers en España, pero también veo que la mayoría de esos thrillers han abandonado mayores ambiciones que la ambientación contemporánea. No hablan realmente ni de estructuras, ni de sistemas, ni de el mundo en el que se desarrollan las películas. Hablan de venganzas personales, hablan de peripecias algunas, otras son meramente circenses. El thriller más de acción que se ha intentado hacer también, igual. Insisto, esto creo que es un peligro porque podemos morir de éxito haciendo peliculitas de tiros y olvidándonos de que todo esto tiene mucho que ver con cómo vivimos, con cómo nos morimos, qué país vamos a dejar a los hijos y cómo funciona esto, ¿no? De injustamente, Entonces, ese es el peligro que yo detecto, el vaciado del género. Hagamos thrillers, pero que no hablen de nada, ¿no? Y eso me preocupa. Los thrillers tienen que hablar de algo. Donc cette utilisation rentable et légitime du genre, bon, c'est quelque chose que je constate, mais malgré, dans la majorité de ces thrillers, on abandonne vraiment la structure dans laquelle on vit, le système dans lequel on bouge, le monde qui nous entoure et dans le monde dans lequel on est, et on ne fait qu'une sorte comment dire ça, d'ambiance contemporaine. On ne raconte que ce qui se passe autour de nous, mais sans rentrer dans ce qui gêne, justement. Et on parle plus de vengeance personnelle, de péripéties, d'action aussi, c'est ce qui est plus mis en avant. Et je pense que c'est un danger, parce qu'on peut mourir du succès de ces films-là, parce que dans les films de ce type-là, eh bien, on ne parle pas de la façon dont on vit, la façon dont on meurt, le pays qu'on va laisser à nos enfants, et de cette injustice dans laquelle on se meut tous les jours, alors que je pense que justement ce genre-là est fait pour parler de ce qui dérange et de ce qui n'est pas juste et de ce qui fait que le monde est comme il est. Así que el buen thriller es verdadero cine social. Sí. Bueno, pues otra pregunta. Donc le thriller, c'est le vrai cinéma social. Il a dit Oui. oui. Alors, quand dans un film de ce genre-là, on va parler de film, il est question de vengeance personnelle. Est-ce que cette idée, par exemple, de parler des désirs, des sentiments, des pulsions de chacun, comme on peut trouver chez les cinéastes, on ne va pas les citer, ça ne correspond pas aussi, finalement, une façon de parler des pulsions que nous avons chez nous et que nous contrôlons, parce qu'on est dans une société un peu policée, parce que chacun d'entre nous ne se laisse pas aller aux instants, et que parler de ces vengeances personnelles, c'est pas parler également des problèmes de la société. Oui, oui. Hombre, yo no quisiera que se dedujera de mis palabras que mi visión ha de constreñir a todo el género. Cada uno que haga lo que quiera. Yo hablo de mí. Lo que me estás diciendo de esos personajes que están colgados en el aire, ¿dónde viven? ¿Cuánto ganan? Dale, dale.
je ne vais pas donner la sensation que je détruis le genre tel qu'il est en ce moment, mais c'est juste ma vision à moi, que chacun fasse ce qu'il veut. Mais ces personnages-là, ils vivent où? Ils sont dans l'air, dans les airs. Après, Me ha recordado una película de Tavernier, Coupe de Turchon, ¿cómo se llama? Es una adaptación de una novela americana de Jim Thompson que sucede en el medio oeste americano y Tavernier la adapta a la Francia colonial. Y esa es una novela absolutamente concentrada en el estado abyecto de una mente. Es un retrato psicológico. Es también toda una ilustración del poder, del dominio y demás. Y entonces Tavernier dice, yo puedo hablar de eso y no necesito estar en el medio oeste americano porque este es un tema universal humano. Y lleva a su terreno conocido la Francia colonial, la adaptación de esta deriva psicológica tal. Lejos de no darle importancia precisamente al entorno sociopolítico de la historia, sube varios enteros al llevarla a África. Hay ya un añadido al abuso de poder del personaje, ya no son tus pares, estás en una colonia, los consideras tus inferiores incluso, ¿no? Es decir, que no construyendo el género y aceptando como cine negro un montón de películas en las que no se pega un tiro y no se ve grandes delitos, pero probablemente esa película sí que hable del mundo en el que viven, que es el nuestro, probablemente, seguro. Quiero decir, me parece ineludible, por mucho que te concentres en un retrato psicológico de un personaje, me parece ineludible todo lo que lo rodea, porque no están en el aire, no es teatro abstracto. Hay que contextualizar a los personajes y las cosas que le pasan. Y ahí es donde tienes que tener en cuenta ese mundo, qué reglas tiene, cómo funciona, cuáles se respetan, cuáles no, y este personaje que tengo yo de prota, cómo se desenvuelve en ese mundo, porque resultará amoral o inmoral con algún referente alrededor de él. Quiero decir, que hay sociedades que consideran moral una cosa y otras no. Otras sociedades piensan distinto. Entonces, bueno, yo creo que cabe y que no excluye. Tavernier, avec Coupe de Torchon, a adapté un récit américain, un roman américain donc, qui se passait donc, en Amérique, et il l'a transposé à la France coloniale. Et donc il s'est concentré sur, sur un portrait psychologique d'un esprit abject et donc de la domination de l'un sur l'autre. Et ça parle de ça justement, parce qu'il peut en parler lui aussi, même si le récit se passait en Amérique, parce que ça c'est un thème universel humain. Et donc il peut le transposer dans un lieu que lui-même connaît bien. Et si justement il le transpose en Afrique, avec cette colonie française qui s'est imposée là-bas, donc qui considère les Africains comme inférieurs, on peut justement, dans ce genre de film où il n'y a pas spécialement d'action, de grands délits et de coups de fusil, on peut quand même avoir justement cette sensation de cinéma qui parle du monde qui nous entoure. Et ça devient du cinéma, du film noir, sans exactement les instruments habituels de ce cinéma-là. Et même donc si on parle d'une vengeance personnelle ou quoi que ce soit, il est
on est obligé de parler de ce qui nous entoure, de ce qui entoure le personnage, parce que ce personnage-là, il ne peut pas être abstrait, il faut qu'il soit contextualisé dans le monde dans lequel il vit. Et dans ce monde, il y a des règles que certains respectent et d'autres non. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il va bouger dans ce monde et s'il va être amoral ou pas. Et parce que chaque société a sa moralité aussi. Et donc, je pense que ça n'exclut pas, quand on parle d'une vengeance personnelle ou d'autre chose de plus personnel, de plus, comment dire, de sentiment, ça n'exclut pas le fait qu'on peut être dans un cinéma noir aussi, un film noir. J'ai dit une phrase en français parce que je lui ai déjà dite en espagnol. Et j'ai dit ça et je me fais l'avocat du diable. Parce qu'en réalité, notre regard en tant qu'historien du cinéma sur le cinéma, c'est d'aller vers le contexte. Comme lorsqu'on travaille en littérature, le texte de contexte. Donc, parfois, quand on échange avec un réalisateur, on a tendance à demander et à lui demander si finalement ce regard que nous avons sur la société, ce n'est pas un regard qui est imposé par notre regard de contextualiser texte, image, etc. Mais je crois que c'est une des raisons pour lesquelles on aime beaucoup, beaucoup son cinéma. Merci. Bon, mais on va vous passer la parole parce qu'on peut échanger pendant tous les festivals. Avec nous. Donc, vous avez la parole. Et Victoria, toujours la traduction. Ya lo he dicho todo. Tomar algo. A ver, ¿qué cuestión? Hola, no es una pregunta. Acabo de ver una obra para los malvados que no la conocía. Y era para felicitar que consigues todo lo que te has propuesto de ver el sistema cómo funciona, que no hay buenos y malos, que es un poco la vida, aunque es malo, policía. Sí. Pero que al final, como decías cuando lo has presentado allí, que lo necesitan, no está sin el fondo. Y el paralelismo, no lo sé si es un paralelismo con la matanza que hay al principio de la película y la del final, que acaba con la pistola en el dedo, y cómo nosotros hemos cambiado de como La mirada. hacia él. Porque perfecta la película para conseguirlo. Gracias. Bon, donc elle vient de voir le film qui a été projeté et on n'est pas, il n'y a ni que des méchants ni que des gentils et ce qui est intéressant c'est que ce flic qui est vraiment très méchant et très mauvais finalement c'est il y a quelque chose dont on a besoin au fond de nous-mêmes, de ce côté obscur, parce qu'on l'a tous en nous. Et notre regard change en voyant ce film-là, parce qu'on comprend cela. En mi opinión, y esto es solo una herramienta para la construcción mental de mi trabajo, Santos Trinidad es un hombre muerto desde el principio. Dead Man Walking. Y La pistola, que es un homenaje a Lee Marvin, también, o una cita, o como queramos, creo que cierra bien ese círculo porque te lleva a los terribles hechos del comienzo de la película al final y cómo ese final que para nosotros parece beneficioso y que nos libera un poco del agobio de la hora y media, sin embargo, bueno, tiene el origen, no lo olvidemos, en la matanza. Claro, este gesto de la pistola muerta unía bien ese círculo. Ça faisait partie
des instruments qui m'ont servi pour reconstruire l'histoire de ce film, c'était de penser que l'acteur principal, donc le personnage principal, était mort depuis le début en fait. Et ce pistolet qu'on voit à la fin, c'était une sorte de citation, de référence, comme vous voulez, à Lee Marvin, et qui fermait justement ce cycle terrible qui avait commencé avec qui prenait origine justement dans cette tuerie du début et qui à la fin nous libérait un petit peu de toute cette angoisse qu'on avait pu vivre durant tout le film et donc de laisser le pistolet comme mort, on va dire, ça nous replongeait dans tout ce qu'on avait pu vivre depuis le début et ça fermait le cycle de toutes ces horreurs finalement qu'on avait dû, qu'il a dû vivre dans cette histoire. Alors, d'autres questions? Au niveau du scénario, pour comparer avec un film plus classique, un film policier, ça doit être très dur justement de faire toutes les séquences qu'elles s'enchevêtrent comme un puzzle, vous disiez tout à l'heure, où on voit tout par petites touches et puis après tout s'harmonise, alors qu'il y a des films qui sont beaucoup plus linéaires. Gracias. Escribir género es más difícil de lo que parece y a Michel Gaztambide y a mí nos cuesta, el guión de No habrá paz para los malvados tendría unas 8 versiones y fue más fácil escribir el guión que lograr encajar el argumento. Para el argumento estuvimos casi 1 año y medio dándole vueltas. Entró tantas veces en ese puticlub al comienzo de la peli en guión. Lo escribíamos y teníamos que volver a escribir otra vez. Al llegar al final, otra vez el principio, la escena del comienzo. Son casi 2 años de trabajo de guión hasta que consigues... O sea, la primera no te sale. Porque si mueves un palo aquí, en el minuto 80... se te caen 4 en el minuto 2. Y si pones uno aquí en el medio, se te caen aquellos y estos. Y es así, y no hay otra manera de escribir género que yo conozca. Habrá gente con más facilidad para las tramas complejas. Hay tramas mucho más sencillas que meterte en estos líos. Pero las cosas que se nos ocurren a Michel y a mí nos dan mucho trabajo. Y luego también acaban resultando en ocasiones demasiado arduas para nuestros productores. Ardua es una buena. Écrire un film de genre, c'est quelque chose de plutôt compliqué et d'assez difficile. Et avec mon co-réalisateur Michel Gaztambide, on a écrit en fait 8 versions pour ce film-là. Et c'est pas facile parce que pour réussir à faire en sorte que l'argument, que justement l'histoire qu'on raconte puisse vraiment, comment dire, prendre. Et pour ça, il nous a fallu donc 1 an et demi, voire 2 ans, parce qu'on n'arrêtait pas de réécrire tout le temps cette première scène de l'entrée du personnage dans le bordel, parce que à chaque fois qu'on arrivait à la minute 80 et qu'on changeait quelque chose, et bien ça changeait quelque chose d'avant et ça déstructurait de nouveau toute l'histoire. Et c'est ça le problème, hein, c'est que dès qu'on bouge quelque chose, on est obligé de revenir avant pour pouvoir le réexpliquer. Et donc tout ça fait que voilà, on y a passé 2 ans. Et certes, il peut y avoir des histoires, des trames plus simples, mais bon, nous, c'est vrai qu'on a tendance à écrire ce genre de scénario un peu plus ardu et qui, justement, des fois, sont un peu trop ardus pour nos producteurs. Claro, también, si te gusta este género y también la novela negra, por supuesto, que no hemos hablado, hay tales obras maestras de una complejidad y de una profundidad tan enormes que si dices, voy a dar el paso, un poquito respeto, ¿no? O sea, si has leído a James Ellroy, no hagas chapuzas.
creo que está. Quand on aime le genre et qu'on aime justement le roman noir, il y a des œuvres, des tellement grandes œuvres, avec des histoires extrêmement complexes et profondes, que quand on se dit, bon, je vais m'y mettre, évidemment, on a une certaine pression. Et quand on lit Hellraiser, justement, on se dit, bon, on va pas en faire, on va faire quelque chose qui ne soit pas à la hauteur. Donc il y a toujours cette pression aussi. Me gustaría que nos contaras cómo trabajas con el sonido. He visto la película por segunda vez, entonces hay cosas del argumento que ya te las sabes y ves otras cosas. Y me impresiona mucho el trabajo, bueno, la música, pero el trabajo de cómo esto que estás contando ahora de lo importante que es clavar un argumento en un mundo, en un contexto y tal. Me parece una elaboración y una cantidad de información y de cosas que pasan con el sonido. Y eso, ¿cómo está trabajado? ¿Estáis desde el guión? ¿Estabais ya con esa cuestión? En fait, le son m'a vraiment... c'est la deuxième fois que je vois le film et je me suis rendu compte combien le son apportait énormément, le son et la musique, hein, apportaient énormément d'informations, d'élaboration aussi de l'histoire. Et je voulais savoir comment tu avais travaillé avec le son, si c'était déjà vraiment pensé dès le scénario. Buena pregunta. Yo les recuerdo siempre a los alumnos, pero desde el principio, desde las primeras clases, que el sonido es el gran olvidado, y especialmente en el cine español durante muchos años lo ha sido, ¿no? Era meramente que se oyeran los diálogos de manera comprensible y demás, pero los cineastas de siempre hemos sabido, y lo hemos aprendido de nuestros mayores, que el sonido es nuestra herramienta más secreta. De la imagen puedes huir, pero no dejas de oír. Aunque hagas así, sigues oyendo. El sonido te rodea y no lo percibes, porque ahora nos estamos oyendo nosotros y no oímos la cafetería, pero la cafetería está. Entonces yo creo que es una gran herramienta secreta, subliminal para con el público, y que hay que tener muchísimo. Yo cuando voy a localizar, localizo también con la oreja. Cómo suenan los sitios es importante en el cine. Ahora seguimos. Je dis toujours à mes élèves que le son c'est le grand... comment traduire ça? C'est ce qu'on oublie le plus dans notre travail de cinéaste. Et je pense que le cinéma espagnol, pendant beaucoup d'années, a vraiment oublié de travailler le son dans ses films. Ce n'est pas juste que les dialogues soient compréhensibles, il n'y a pas que ça dans le son. Pour les cinéastes, le son, c'est vraiment un instrument c'est l'instrument le plus secret avec lequel on peut travailler. Parce qu'on peut fuir l'image en fermant les yeux, mais on ne peut pas se boucher complètement les oreilles. Et automatiquement, le son, on l'entendra. Il nous entoure, on ne s'en rend même plus compte, mais il est là. Et donc, il a cette perception subliminale avec le public qui, justement, permet de situer un petit peu l'endroit dans lequel on se trouve. Et c'est pour ça que j'aime faire les repérages moi-même, et notamment dans les endroits, entendre comment ils sonnent. Y por otro lado, Michel y yo intentamos siempre que podemos resolver gran parte de secuencias y de situaciones a poder ser sin diálogos. A mí me gusta mucho el cine mudo, no el cine mudo literalmente, que también, el cine sin diálogos, silencioso, observar, verles ir, hacer cosas, moverse, entrar en sitios. Melville de nuevo, siempre me ha gustado. Entonces ya desde guión tenemos mucho cuidado también con contar con el sonido. Y luego te encuentras cosas por el camino, y solo pongo un ejemplo. La primera vez que está la pistola al revés, él está en casa y él es un hombre que vive con las persianas cerradas.
Y yo me pregunté, ¿dónde viviría Santos Trinidad en Madrid? Y pensé, periferia. Y dices, periferia con persiana cerrada, ¿cómo cuento? Y dices, ¿qué se oye en la periferia? Trenes. Los trenes rara vez entran hasta el centro, los mercancías nunca. Entonces, es muy leve y apenas se oye. Pero cuando nos acercamos a la pistola, se oye un tren de mercancías. No le das importancia en ese momento, pero estás notando dónde vive Santos Trinidad. Entonces, esa es la herramienta sonido. Yo me lo paso bomba en mezclas. El audio, los ambientes, porque además me ha costado muchos años empezar a hacerlo bien, porque al principio mezclaba las pelis con demasiado ruido y hay que hacer un esfuerzo por escuchar las pelis y eso me interesa. Mitchell et moi donc, on aime bien résoudre les séquences avec le moins de dialogue possible. J'aime beaucoup le cinéma muet, le vrai, hein, mais également ce cinéma qui est silencieux, où on voit le personnage qui observe, qui entre dans un endroit, qui fait des choses, Melville encore une fois. Et donc à partir du scénario, déjà, on fait très attention de raconter les choses à travers le son. Un exemple, par exemple, le pistolet qui est à l'envers au début, enfin, dans un moment du film. Il est dans un endroit, dans une maison, les volets sont toujours fermés parce que c'est comme ça que Santo Trinidad vit. Et je me suis demandé, mais où est-ce qu'il vivrait à Madrid? Et je me suis dit, le meilleur endroit, c'est la périphérie, la banlieue. Mais comment raconter la banlieue sans qu'on la voie, puisque les volets sont fermés? À ce moment-là, c'est parce qu'on entend. Et qu'est-ce qu'on entend dans la banlieue, la périphérie? Ben, les trains de marchandises notamment. Voilà, c'est très très léger. En français, mais justement, quand on s'approche donc du pistolet, c'est ce qu'on entend à ce moment-là. Et c'est très léger, et on n'y accorde aucune importance à ce moment-là. Mais le spectateur à ce moment-là saura aussi où il vit, parce qu'il le sentira. Et c'est comme ça qu'on raconte une histoire. Et moi, je m'amuse, mais comme un fou pendant le mixage, parce que justement, c'est l'audio, c'est l'ambiance, c'est là où on crée vraiment, je dirais, la densité du film. Et j'ai mis du temps à bien le faire, parce qu'au début, je mettais trop de bruit, et aujourd'hui, petit à petit, j'élague, et j'arrive à faire vraiment ce qu'il faut, juste ce qu'il faut. No, es que me ha recordado esto que dices de que te gusta mucho el cine silencioso, no en el sentido del cine mudo, que también, ¿no? Que también, sí, el sí. cine sonoro es el que inventa el silencio. No. ¿Tú no estás de acuerdo en eso? No. Bueno, pues entonces, venga, iniciamos. Tradúcete. On va commencer Translate yourself. En réalité, avec vous, il faut rester jusqu'au 2 avril. C'est l'écran. ¿Qué dice? Que te quedas hasta el 2 de abril. No, enfin, bon, pero no No, pero esto es un temazo. Sí, pero no saben lo que me has preguntado. Que no lo he oído. Tradúcete. Non, je disais que peut-être c'est le cinéma sonore qui a inventé le silence dans l'histoire du cinéma. Et lui, il n'est pas d'accord. Mais je ne sais pas si j'ai dit peut-être, je vais le dire parce que sinon il va me là-dessus. A ver, la primera película con sonido sincrónico se titula Baile Marinero y es de 1893, de Edison. Se dice también que es la primera película gay porque son dos hombres bailando junto a un violinista. Pero es una danza marinera, con lo cual tiene toda la lógica que la bailen dos hombres. Bueno, detalle erudito para... Para dejarnos a los profesores bien, ¿verdad? Ya, exactamente. No, pero no. Muy bien, muy bien. No. Yo creo que si nos acercamos a Murnau, por ejemplo, ya trabaja el silencio. En Amanecer lo tienes, en el último lo tienes.
y cómo retratar también el silencio, ¿no? Imágenes silenciosas, la calle vacía, se puede sugerir también el silencio. Y lo que hace el sonoro quizás sea empezar a usarlo de una manera mucho más elocuente. C'est ce que je voulais dire. Pero el silencio, y esto lo hemos hablado muchas veces en clase, hasta lo que vamos sabiendo hasta la fecha, está más que bien utilizado ya en el cine mudo. Sí. Evidentemente no de una manera literal, pero no, por eso no estoy de acuerdo. Pero es compatible, yo creo. Sí, bueno. Alors, la película esa de 1890, ¿cómo se titulaba? Danza marinera. Ah, Danse marine, de marin. Ouais, Danse de marin. C'était le premier film avec du son, donc, de deux marins qui dansaient au son d'un violon. Et c'était deux hommes parce que c'était une danse de marin. Voilà, donc ça c'était le premier film sonore. Mais si on écoute et si on voit les films de Murnau, on voit très bien déjà l'utilisation du silence qu'il fait. Parce que le silence, c'est pas juste pas de son, c'est l'ambiance qu'on y crée. Et c'est-à-dire, quand vous filmez une rue vide, vous entendez le silence. Et c'est comme ça que justement on peut dire, vous le suggérez, le silence. Et c'est comme ça qu'on peut dire que le silence existe aussi dans le cinéma muet. Et qu'il a été très très bien utilisé, c'est ce que je dis toujours à mes élèves, qu'il a été très très bien utilisé dans le cinéma muet. Après, le cinéma parlant, ce qu'il en fait, c'est qu'il le rend plus éloquent. Ça oui. Mais il existait et il était très bien utilisé dans le cinéma muet. Bon, je pense qu'on peut clôturer pour le moment. Pour le moment, j'ai dit. Et donc, je remercie Enrico Ruiz. C'était une leçon magistrale de cinéma. Pas uniquement de cinéma. Gracias a vosotros.